bonsoir, bienvenue dans l'interview. Ce soir, je reçois Benoît Ellings. Bonsoir. Bonsoir, M. Deleu. Député fédéral, conseiller communal. Ah non, pas encore. Pardon, oui. Vous êtes tête de liste pour les communales, pour Écolo à Bruxelles. Écolo Groen, oui. Évidemment, donc nous allons parler de Bruxelles. Mais d'abord, on va parler un peu de fédéral et un peu d'écologie avec ce ministre de l'Environnement, Nicolas Hulot, qui a démissionné en France. Il se sentait impuissant face au lobby. Alors, ça ne vous a pas vraiment étonné, ça ? Non, ça m'a beaucoup déçu parce que Nicolas Hulot est quelqu'un de très important. C'est quelqu'un qui a apporté l'écologie dans les foyers français et francophones en Belgique via son émission de télévision. Oui. C'est quelqu'un d'extrêmement populaire, c'est quelqu'un d'extrêmement engagé et de sincère. Et donc le fait qu'il quitte un gouvernement qui n'avait pas sa couleur politique. C'est un gouvernement centriste qui avait fait le choix, c'était le choix de Macron, de prendre un ministre de la transition écologique et solidaire, comme il l'appelait, c'est typiquement français, comme un ministre seul dans un gouvernement centriste, avec des gens de droite et des gens de gauche. Et dans ce contexte-là, il a fait le choix de partir parce qu'il se rendait compte qu'il ne pouvait pas agir seul. Il a dit cette phrase terrible, « Où sont mes troupes ?» Et je pense que tous les écologistes d'Europe, et en particulier les écologistes en Belgique, doivent se dire, si nous devons de nouveau exercer le pouvoir, il faut être sûr de nos troupes. Mais en même temps, vous dites, Zakia Khattabi dit, et je suppose que vous avez le même avis, on ne fait pas d'écologie sans les écologistes. En effet. Donc il y avait un écologiste parmi les X ministres du gouvernement de la France, et il n'y avait malheureusement pas plus qu'un écologiste, et ce dont Nicolas Hulot s'est rendu compte, c'est qu'à un moment, le président français, c'est un système très particulier, a privilégié les lobbies de la chasse en l'occurrence, c'est ce qui a visiblement fait déborder le vase, mais que lui se retrouvait seul face à tous ses collègues quand il s'agissait de faire des arbitrages en faveur de l'environnement. Et c'est ce que nous, les écologistes, on essaye de faire à chaque fois qu'on arrive à un niveau de pouvoir, régional, fédéral ou communal, c'est d'être en mesure de peser sur la décision. Si vous ne savez pas peser sur la décision, alors vous êtes simplement une petite étiquette verte sur un vélo bleu ou rouge. Mais en Belgique, par exemple, on peut dire qu'il y a des lobbies écologistes. Il y a beaucoup d'associations au niveau associatif, rien que sur Bruxelles, pour lutter, pour avoir un air pur, par exemple. On voit que ces associations sont très actives, donc elles agissent quand même. C'est vrai. Donc on peut faire de l'écologie sans les écologistes dans un gouvernement. On peut. Alors, le problème, regardez, vous parlez de ces associations qui militent pour un air pur à la sortie des écoles à Bruxelles. Par exemple. Nous portons ça, c'est notre première priorité ici à la ville de Bruxelles. Et pourquoi ? Parce que nous savons que si on veut mettre en œuvre toute une série de mesures qui réduisent, par exemple, l'usage de la voiture en ville, qui augmentent le nombre d'espaces verts et donc d'arbres dans les rues, qui, du coup, dépolluent l'air ambiant au bénéfice de nos enfants, on doit le faire, évidemment, parce que nous aurons des échevins ou un bourgmestre écologiste à la ville de Bruxelles, mais aussi parce que ces mesures seront portées par le mouvement associatif local, qui, comme vous le dites, est fort. Et donc, c'est seulement quand il y a une articulation entre les politiques qui prennent les décisions, mais aussi les associations et les citoyens engagés qui les soutiennent sur le terrain, qu'on peut arriver à prendre des mesures écologistes. Et là, le problème, c'est que Nicolas Hulot était bien seul dans ce gouvernement. Alors, restons sur le fédéral. Le job deal du gouvernement, donc tout ce plan avec plein d'actions sociales et de mesures sociales prévues par le gouvernement, le syndicat socialiste, la FGTB, dit c'est un FEB deal. C'est votre avis aussi ? C'est un deal pour les patrons et pas pour les autres ? En matière d'emploi, dans ce pays, on a la tradition d'avoir une concertation sociale. Et que quand on prend une décision en faveur de l'emploi, pour augmenter l'emploi, et personne ne sera contre cet objectif-là, il s'agit de prendre cette décision ensemble. Patron, syndicat, sous l'égide de l'État. Aujourd'hui, on a vu que le gouvernement, depuis 2014, fonctionne différemment. Il fait des job deals avec, c'est vrai, les patrons, la FEB, pour ensuite l'imposer ou tenter de l'imposer dans une pseudo-concertation avec les représentants des travailleurs, les syndicats, et ensuite la population. Ce n'est pas une façon de fonctionner, et si un partenaire important, les syndicats, ne sont pas à l'aise avec des propositions qui ont visiblement été faites en chambre avec les patrons, eh bien, il faut revoir la feuille et il faut continuer. Parce même si tous les syndicats n'ont pas spécialement le même avis là-dessus. Donc, l'enjeu, c'est que réussir la concertation, c'est réussir la création d'emplois à long terme. On a toujours fonctionné comme ça. Et si aujourd'hui la FEB tente
d'utiliser la présence des libéraux et de la NVA au gouvernement pour faire avancer son agenda politique. C'est peut-être très bien pour les quelques milliers de patrons, mais il faut aussi parler aux millions d'employés, aux millions de fonctionnaires, aux millions de Belges qui sont aussi... Finalement, on ne revient pas à la même chose avec une question de pouvoir de l'extérieur, où sont nos troupes. Hein, oui, voilà. Oui. Alors, on va parler de la porte du Lys aussi. Oui. Il y a des tensions entre illégaux de longue date à Bruxelles et des transmigrants ou migrants du parc Maximilien à la porte du Lys même. La porte du Lys a dû suspendre à plusieurs reprises ses activités. Quelle est votre réaction? Je vous propose 3 types de réactions. La première, c'est la faute à Franken. La deuxième, c'est la faute à Franken. Et la troisième, c'est la faute à Franken. Est-ce que j'ai visé juste en mettant 3 réponses qui sont les mêmes? C'est la faute au gouvernement fédéral dont fait partie Theo Franken. Vous savez, on parle de 600 à 700 personnes. À l'échelle de la Belgique, de presque 11 millions d'habitants, c'est une goutte d'eau, mais une très petite goutte d'eau. L'accueil, l'asile et la migration, c'est la compétence du gouvernement fédéral. C'est eux qui ont les outils, qui s'appellent le Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides, l'Office des étrangers, fait d'asile, pour prendre en charge des personnes qui sont aujourd'hui en Belgique. Alors, ils ne veulent pas prendre en charge les migrants en transit. Ils estiment que s'ils les prennent en charge au gouvernement fédéral, Theo Franken estime qu'alors il va y avoir un appel d'air. Tout démontre que ce n'est pas vrai. Il s'agit d'offrir le minimum vital et humain à quelques centaines de personnes qui se trouvent, c'est vrai, par hasard, dans le parc Maximilien ou à la gare du Nord. Ce que nous proposons, c'est que l'État fédéral fasse son travail et prenne en charge, pas seulement financièrement, mais simplement dans un espace adapté, là-bas. Il y a des bâtiments fédéraux à disposition où on peut offrir le minimum, à savoir un peu de nourriture, de quoi se poser quelques heures, voire une nuit ou deux, et de l'information sur ce qu'ils peuvent faire et devenir. Moi, ce que j'entends... Demander l'asile ou ne pas le demander, par exemple. Ce que j'entends de pas mal d'hébergeurs, parce que nous sommes, les écologistes, proches de ces citoyens qui font le travail que l'État fédéral ne fait pas aujourd'hui. Et ces gens nous disent, ils gardent des contacts via les outils électroniques qui sont WhatsApp ou Facebook, avec des gens qui sont passés de l'autre côté de l'Angleterre. Et en fait, ce n'est pas rose de l'autre côté de l'Angleterre. Et donc, il faut pouvoir expliquer à ces gens qui sont chez nous par hasard, qu'en fait, ils peuvent éventuellement construire ici quelque chose et éventuellement demander l'asile. Aujourd'hui, on fait tout pour les dissuader de demander l'asile. Ma question était sur les tensions à la porte du Lys, entre 2 types de populations qui ne sont pas les mêmes. Donc là, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce que la police doit être présente davantage? Est-ce que résoudre le problème des transmigrants résoudra le problème des tensions? Je ne sais pas. Quelle est votre réponse là-dessus? Pour la partie transmigrants, j'expliquais ce qu'il faut faire. C'est un public spécifique qui doit recevoir un accueil spécifique, une information spécifique. Mais les tensions ne viennent pas tellement d'eux. Il y a les sans-papiers. Sans-papiers. On a raté une occasion avec la régionalisation du permis de travail de pouvoir utiliser le permis de travail, le travail comme vecteur d'intégration. C'est-à-dire qu'une personne qui est sans papier pourrait obtenir un permis de travail et du coup pouvoir prouver quelques années plus tard qu'elle est intégrée, qu'elle a appris la langue, qu'elle a un contexte d'amis, de famille et un contexte social qui fait qu'elle est intégrée dans la société et que du coup elle peut avoir ses papiers et du coup rester. Le problème aujourd'hui à Bruxelles, c'est que vous avez ces 100 à 150 000 personnes sans papiers, on ne les connaît pas, on ne les étudie pas, mais qui sont là et qui sont nos voisins aujourd'hui. Et en permettant à ces personnes de pouvoir s'intégrer petit à petit, alors du coup vous réduisez les problèmes aujourd'hui importants qui sont là, c'est-à-dire que la porte du Lys est amenée à gérer tous les problèmes qui se passent dans la rue à Bruxelles, alors qu'elle devrait normalement s'occuper que de ces quelques centaines de migrants en transit. Oui. Alors, on va parler des élections à Bruxelles. Il est difficile de faire des listes, on a cette impression-là. Je sors de Bruxelles. À Saint-Josse, il y avait un écolo qui faisait le signe de loup gris, mais apparemment c'était pour rire, donc ça a suscité beaucoup de problèmes. Puis, on s'est rendu compte que c'était une blague. Chez vous, sur la liste bruxelloise, il y avait un humoriste qui multipliait les fausses infos de mauvais goût, qui était obligé à renoncer, donc à sortir de la liste. Il est parti, oui. Il est parti. Et là, je vais vous en présenter un autre qui n'est pas sur la liste écolo, mais qui est sur la liste CDH. Il s'appelle Youssef Ramal, c'est un YouTuber. Écoutez ce qu'il dit, la vidéo est sortie aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Je suis en train de regarder les affiches des personnes qui sont sur les listes électorales. Hein, je ne te parle pas du CDH, je te parle des autres partis.
Toujours les mêmes escrocs, les mêmes gueules. J'ai pris qu'un petit extrait. Toujours les mêmes escrocs. Est-ce qu'on doit se parler comme ça d'un parti ou un autre? Alors, je ne me sens pas concerné et les 48 autres personnes qui sont sur ma liste École Brune à la ville de Bruxelles ne sont pas du tout concernées. On a bien screené cet aspect-là des choses. Vous savez, les élections communales, c'est un moment particulier, beaucoup plus particulier encore que les autres types d'élections où on parle du quotidien des gens qui sont autour de nous, de nos voisins, de nos concitoyens. Et il est normal que toutes les listes fassent appel à des candidats, disons, qui sont peut-être plus éloignés que je ne le suis, par exemple, du monde politique et de ses codes. Alors, moi, je pense que ce monsieur doit apprendre simplement, celui dont vous nous avez montré l'extrait, doit apprendre un peu à la politesse. Et donc, je pense, c'est vrai qu'on pourrait imaginer que établir comme à Boitsfort un code de bonne conduite des candidats pour ne pas s'invectiver et se lancer des tomates pourries à la figure. Mais maintenant, je pense aussi que c'est important que les listes électorales ressemblent à la population qu'on prétend représenter. Et donc, s'il y a parfois quelques couacs, comme ceux que vous avez cités, c'est parce que les partis politiques démocratiques, dont le mien, essayent de présenter une liste avec des objectifs politiques, des projets pour leur ville, leur commune, et avec des gens qui ressemblent aux personnes dont on suscite les suffrages. Et donc, parfois, vous avez un petit couac. Mais j'espère que ce monsieur peut, j'ai oublié son nom, peut s'excuser. C'est Youssef Ramal. Voilà, il va s'amender. Monsieur Ramal, excusez-vous. C'est ce qu'au CDH on dit, il va s'amender. Et en tout cas, pour vos futures vidéos de campagne, essayez d'avoir un ton plus cordial et constructif, surtout. Parce que la ville de Bruxelles, elle réclame des gens constructifs. Donc, un peu plus de bienveillance, un peu plus de courtoisie, tout en respectant ses propres idées. Et le débat démocratique peut se faire dans le respect des personnes et de leurs idées, des personnes, de leur personnalité, et peut-être alors contester simplement les idées. Merci Benoît Elix, merci d'être venu très vite en vélo aujourd'hui, jusqu'au studio. Je suis prêt pour le Tour de France. Et demain, on retrouve Philippe Claus à votre place. Ah ben. Bonne soirée.